Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à cette présentation sur le marché américain qui devient de plus en plus important. La présentation est adaptée aux vignerons de petite et moyenne taille qui cherchent à développer leur vente aux États-Unis. Quelle que soit votre situation, que vous soyez toujours à la recherche d'un importateur ou que votre marque est déjà présente sur le marché et vous souhaitez développer vos ventes, je pense que vous allez trouver quelque chose pour vous intéresser dans cette présentation. On va dans quelques instants téléphoner aux États-Unis et on va parler à une Française, Virginie Ageot, qui a beaucoup d'expérience concernant la vente des vins importés aux États-Unis. Elle va partager avec nous quelques conseils sur les choses qu'il faut faire pour réussir et aussi quelques erreurs qu'il faut absolument éviter. Et elle va aussi présenter les prestations qu'elle pourrait vous proposer pour vous aider à faire des percées aux États-Unis. La présentation va durer une quarantaine de minutes et je vous encourage de regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses intéressantes à la fin. Mais pour démarrer, je vais partager avec vous quelques chiffres et quelques données pour tout mettre en contexte. Donc, je propose qu'on y va et donc regardons la première diapo. D'abord, il faut savoir que les États-Unis est maintenant le pays consommateur de vin le plus important du monde. Elle a dépassé la France en 2013 quand la consommation là-bas a atteint 29 millions d'hectolitres. Mais qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Les Américains ont tendance à calculer en gallons, et si on remet ces chiffres en bouteilles, on arrive à environ 4 milliards de bouteilles de 75 centilitres. Si on regarde ensuite la consommation par habitant, la tendance est encore plus prometteuse pour les producteurs de vin. La consommation par habitant reste relativement faible, environ le quart de la consommation en France, donc manifestement le potentiel est très important. En plus, la tendance aux USA est vers le haut, pendant qu'en France et dans plusieurs pays européens, c'est l'inverse. D'où viennent donc ces nouveaux consommateurs de vin? Le pourcentage d'Américains qui boivent de la bière est en déclin, pendant que le vin monte en popularité. On trouve ces nouveaux consommateurs qui se tournent vers le vin principalement dans deux tranches d'âge. Les jeunes, entre 18 et 29 ans, malgré le fait qu'aux États-Unis, l'âge de majorité pour l'alcool est à partir de 20 ans. Et il y a un deuxième groupe qui a plus de 50 ans. Cette tendance est tellement forte qu'on estime que dans les 10 ans à venir, il y aura 16 millions de nouveaux consommateurs de vin aux USA. En fait, ça veut dire des nouveaux consommateurs réguliers. En ce qui concerne le champagne, vous savez peut-être déjà que la tendance est aussi positive. Les USA sont déjà le deuxième marché export pour le champagne derrière le Royaume-Uni. Et même si les USA ont beaucoup de retard par rapport au Royaume-Uni, on peut bien imaginer que dans les 10 ans à venir à peu près, il n'est pas du tout impossible que la situation sera inversée. Ce qui est encore plus encourageant est que le part de marché des champagnes de vignerons reste stable et que les volumes sont en croissance. Il y a un vrai intérêt pour les champagnes autres que les grandes marques aux États-Unis. Donc les perspectives sont positives de tous les points de vue. Et donc je vous propose maintenant qu'on parle à Virginie qui va vous expliquer comment vous pourrez aussi profiter de cette opportunité. Bonjour Virginie, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Giles, ça va. Bien, bien, super. Donc, dites-moi, est-ce que j'ai la bonne prononciation de votre nom? Virginie Ageot, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Virginie Ageot. Virginie, donc dites-nous s'il vous plaît quelque chose sur votre parcours professionnel et comment ça s'est passé que vous vous trouvez maintenant aux États-Unis. Alors, c'est très simple. En 2002, alors que je travaillais déjà dans le vin, mon mari a fini ses études, son doctorat, et a été contacté pour venir travailler dans un laboratoire scientifique ici. Donc, nous nous sommes expatriés à cette occasion.
Et vous êtes originaire de quelle région en France? Je suis née dans le Languedoc, à Montpellier, mais d'une famille de militaires, de 8 générations de militaires. De par le travail de mon père, j'ai toujours beaucoup voyagé. J'ai atterri en Bourgogne à l'âge de 7 ans, où je suis restée jusqu'à partir aux USA. Donc vous êtes né dans le Languedoc, une région viticole, mais comment ça s'est fait que vous travaillez dans le milieu du vin maintenant? Alors, donc pour ça, c'était assez intéressant parce que donc comme je voyageais beaucoup, je me suis toujours trouvée très attirée par l'histoire de chaque région où j'arrivais. Et donc d'abord, ce qui s'est passé pour arriver dans le milieu du vin, j'étais d'abord attirée par l'histoire de la région Bourgogne. Et comme chacun sait, l'histoire de la région Bourgogne est complètement mixée avec la production du vin. Donc d'abord, je me suis intéressée au vin par le biais de l'histoire. Et puis après, j'ai intégré le club très fermé de nologie des officiers de la base aérienne de Dijon-Longwy. Donc ça, c'était un club qui n'accueillait des nouveaux membres que sous recommandation. Donc j'ai intégré ce club à l'âge de 17 ans. Et puis, au bout de quelques mois, il s'est avéré qu'ils m'ont offert un siège dans le groupe de sélectionneurs des vins, parce qu'ils se sont aperçus que j'avais un très bon palais. Donc, ils m'ont offert ce siège que j'ai occupé pendant 5 ans. Pendant ce temps-là, je faisais aussi mes études de langue. Donc, j'ai 2 licences. J'ai une licence en russe et une licence en espagnol. Donc, langue et culture espagnole, langue et culture russe. Et je me suis aperçue à la fin de mes études en langue que les langues, c'était très bien, mais ça n'était qu'un outil. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était la commercialisation du vin et la dégustation. Donc, à la suite de ça, je me suis formée en vin en intégrant le CFPPA de Beaune. La sélection se fait une fois par écrit et une fois sous conseil de pairs. Donc, on a un interview avec des pairs qui nous posent des questions et qui testent un peu nos connaissances, mais aussi notre intérêt pour le vin. Donc, j'ai intégré cette formation en 2002. C'est une formation d'1 an. Donc, c'est 35 à 40 heures par semaine où on voit tout depuis la production jusqu'à la vente du vin. Et puis, donc, à la suite de ça, j'ai été certifiée spécialiste en vin et produits dérivés. Voilà, donc ça s'est passé en 2002 et quelques mois après, nous nous sommes expatriés pour les USA. Et actuellement, vous habitez dans quel coin des États-Unis? Je suis localisée, je vis dans le Maryland, donc je suis à 28 km de Washington, D.C. et puis 32 km de la première ville de l'État de Virginie. Donc pour ceux un peu comme moi qui n'ont pas un niveau de connaissance très très élevé de la géographie des États-Unis, Washington DC et Virginie sont plutôt sur la côte est, n'est-ce pas? D'accord. Donc en fait, oui, surtout sur la côte est, avec une grosse concentration au nord-est et à Washington DC aussi. Donc effectivement, je suis idéalement placée. Comme je disais tout à l'heure, je suis à 28 km de Washington DC, donc je suis localisée dans le Maryland. Et je suis à 32 km de l'État de Virginie, qui est aussi un bon consommateur de champagne. Et à 3 heures de TGV de New York, à savoir que les plus gros importateurs de vin et de champagne sont localisés étant sur la côte est, sont localisés à New York ou à Washington DC. Et ça c'est important parce que, si j'ai bien compris, la grosse partie de la consommation de vin se fait sur la partie est des États-Unis. Il y a donc le District of Columbia, c'est Washington DC, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, c'est tout dans le nord-est. Et après, entre le Maryland et la ville de New York, on a le Delaware. Donc c'est en chemin. Tout ce qu'on a qui est hors de ça, on va avoir le Nevada avec Las Vegas, qui est un grand consommateur aussi, et on va avoir la Californie, bien sûr, qui est sur la côte ouest. Mais vraiment, les plus gros consommateurs de vin et de champagne se trouvent sur la côte est. Donc vous êtes idéalement situé donc. Et depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis, quel a été votre parcours professionnel?
D'accord. Donc en fait, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, depuis le 2002, donc j'ai passé déjà 6 mois, les 6 premiers mois à parfaire ma connaissance de la langue anglaise. Donc c'est passé par des cours et puis de nombreuses conversations. Et puis après ça, donc j'ai commencé à travailler. Ça s'est passé. J'ai toujours travaillé en tant que consultante aux USA. Hein. Je n'ai jamais été employée, toujours consultante. Et donc, je consultais pour plusieurs importateurs et distributeurs pour lesquels j'étais soit commerciale, avec des petits portfolios de vins européens, principalement français d'ailleurs, soit j'étais dégustatrice. Donc, en fait, ce que je faisais des dégustations commentées pour des groupes entre 15 et 50 personnes. Donc, je donnais des classes de dégustation. J'ai lu récemment une étude qui disait que pour les vignerons américains, le défi le plus difficile, c'est de développer le côté relationnel avec leurs clients. Et j'imagine, et aussi ils ont dit développer une certaine notoriété de marque aussi. Et j'imagine que si c'est difficile pour les Américains, c'est encore plus difficile pour les producteurs de vin à l'étranger. Comment pourriez-vous aider les producteurs en France, par exemple, à surmonter cet obstacle? Depuis 2002 que je suis aux USA, hein, étant donné que j'ai effectué de nombreuses missions de consulting, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai beaucoup de contacts au niveau des importateurs, aussi bien sur la région de Washington DC que sur New York et Connecticut. Ce qui est très intéressant parce qu'ici, la vente de vin, surtout quand elle arrive via l'Europe, c'est difficile de pénétrer le marché. Il faut absolument avoir un contact qui connaît les importateurs et qui vous permet d'avoir un pied dedans et vous permet de présenter vos produits. Donc moi, via ces connexions que j'ai depuis de nombreuses années, je peux offrir aux producteurs champenois ce service de rencontre d'importateurs. Donc ce que je fais, je recherche pour chaque producteur quelles sont ses cibles, quel est le type d'importateur qui va lui convenir le mieux. Je contacte alors ces importateurs, je fais aussi une recherche sur leur portfolio, voir s'ils ont déjà des produits similaires ou s'ils ont besoin de produits tels que ceux que je représente. Je conviens avec eux de rendez-vous et ensuite je vais les voir et je présente les produits, je fais la dégustation, je présente les produits en mettant en avant les points intéressants et importants qui vont faire que nous allons vendre ce produit. Et est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux vignerons qui souhaitent s'implanter et faire des percées sur le marché américain? D'accord. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que lorsque vous introduisez un nouveau produit aux USA, il faut un support marketing. Ce produit n'étant pas connu du tout, il faut savoir qu'il y a une énorme possibilité de produits aux USA. Nous avons des vins qui arrivent de tous les pays et vraiment de toutes les régions. Pour pouvoir permettre à votre produit de se démarquer, il faut avoir une présence sur le terrain. Cette présence sur le terrain, ça se présente par quelqu'un qui va être aux USA et qui va être un interlocuteur privilégié de vos importateurs, mais aussi des forces de vente de cet importateur-distributeur. C'est-à-dire que s'ils ont une question, moi je suis sur le même fuseau horaire, donc ils n'ont pas 6 heures de différence et potentiellement, comme je parle anglais, ils n'ont pas le problème d'avoir un interlocuteur de langue anglaise au domaine pour lui répondre à leurs questions. Il se passe aussi qu'il faut avoir un support marketing dans le sens où il ne s'agit pas seulement de vendre le produit à l'importateur et après il se débrouille, ça ne se fait jamais comme ça aux USA. Il faut vraiment, le support marketing va se faire dans le sens où vous avez besoin d'avoir des fiches techniques traduites en anglais, vous avez besoin d'avoir des petites cartonnettes qui vont être affichées sur vos étagères de vin, qui vont être en anglais, qui vont donner vraiment les petites infos importantes qui vont faire que votre produit va se démarquer. Il faut aussi avoir un programme de motivation pour les commerciaux parce que comme ça ils vont se dire oh là là, j'ai plusieurs vins de cette région là dans mon portfolio, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vendre vraiment ce vin, qu'est-ce qui va me pousser
à vraiment aller voir mes clients et leur dire mais il te faut absolument ce produit-là. Bien sûr, la qualité du produit joue, bien sûr, le prix du produit joue, mais le fait que le commercial soit motivé va faire qu'il va être, il va croire davantage en son produit et il va le pousser. Et ça va au final promouvoir votre produit au vu de ses clients. Et ça va faire en sorte que l'importateur va acheter plus de votre produit parce qu'il va se vendre davantage. Donc ça, c'est très, très important. Le point de vue relationnel aux USA est très, très important. Tout se passe au relationnel. Bien sûr, il y a l'histoire du domaine, l'histoire derrière les produits qui est très, très importante. Un produit qui va être juste sur une étagère, sans une histoire, sans relationnel derrière, ne se vendra pas aux USA. Donc il faut ce point d'attache relationnel, et une personne sur le sol US vous permettra d'avoir ce point-là. Elle va faire la jonction entre le producteur et l'importateur. Elle va permettre non seulement de négocier vos commandes si besoin est, elle va aussi permettre de donner les infos nécessaires, de distribuer tous vos produits marketing, c'est-à-dire vos fiches techniques, vos portfolios, etc. Elle va aussi faire en sorte que votre image soit respectée, votre philosophie de produit soit respectée, ainsi que votre histoire. Donc elle va promouvoir votre marque en transmettant les bonnes infos aux commerciaux et en permettant le début de vos ventes et plus tard après la promotion de vos produits à travers des ventes plus importantes. Et donc, que pensez-vous, Virginie, des salons de dégustation pour les professionnels auxquels les vignerons peuvent présenter et faire déguster leur vin? Est-ce que c'est un moyen efficace de développer ces ventes? Alors, ces salons de rencontres avec des importateurs, c'est bien pour le début, mais généralement, ça ne mène pas à grand-chose. Ça fait beaucoup de frais pour pas grand-chose, et je vais vous dire pourquoi. Le fait qu'il y ait peut-être 20 producteurs de différentes régions dans la même salle, avec un certain nombre d'importateurs qui vont venir. Oui, vous voyez beaucoup d'importateurs en même temps, mais ces importateurs ne sont pas nécessairement là pour votre marque. Ils ne sont pas nécessairement là pour les produits de votre région, et c'est dommage. Je dirais, si vous êtes prêt si vous avez envie d'intégrer le marché américain et vous êtes prêt à investir de façon monétaire là-dedans, il faut que ça porte ses fruits, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Et le fait d'aller à ces salons-là, malheureusement, ne rapporte pas grand-chose, dans le sens où lorsque ces salons sont prévus, donc tous les importateurs vont recevoir un portfolio avec toutes les régions présentées, tous les vins présentés. Ils vont y aller parce qu'ils vont avoir un certain nombre de régions et de vins qu'ils veulent déguster. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signer avec vous. Ça ne veut pas dire nécessairement que lorsqu'ils viennent à votre table et qu'ils dégustent, ils vont avoir le temps d'écouter vos informations, votre histoire et votre philosophie, la présentation de votre produit. Ils vont juste déguster très rapidement, ils vont cocher sur leur portfolio et ils vont partir. Ils vont partir à la table suivante. Ça veut dire que votre fenêtre d'opportunité est très réduite, parce que l'importateur qui vient n'a pas nécessairement envie de voir votre produit. Il vient là parce qu'il y a un grand nombre de producteurs et que peut-être dans le lot, il va trouver un producteur qui va lui plaire vraiment et avec qui il va signer. Mais moi, ce que j'offre, qui est totalement différent, hein, le service que j'offre, c'est un service de mission où je vais aller avec un importateur à un instant donné, présenter ses produits. Le focus sera seulement sur ses produits, à savoir que les importateurs que je rencontre, je les ai recherchés d'abord, je les ai contactés d'abord, et je ne vais les rencontrer que sur rendez-vous parce qu'ils ont émis un intérêt pour les produits et la marque présentée. Donc ça veut dire que le focus est vraiment sur votre marque. L'importateur a déjà un intérêt et connaît déjà ce qu'il recherche, et quand il va goûter vos produits, il sait d'ores et déjà si ça va être quelque chose qu'il recherche ou pas. Ça vous permet d'avoir des pistes plus sûres, et au final, ça vous permet de vraiment aller de l'avant et trouver des importateurs beaucoup plus facilement, en tout cas, que si vous faisiez partie d'un salon.
Parlons un peu d'une question qui est des fois la plus difficile pour la plupart des vignerons, oui. c'est-à-dire la tarification. Mon conseil pour mes clients est toujours de ne pas démarrer avec des prix trop bas, des par cave. Est-ce que vous seriez d'accord? Qu'en diriez-vous? Surtout, surtout, surtout ne jamais faire ça. Parce que comme il vous faut faire des efforts marketing, il faut les compter, ces efforts marketing, parce que ça a un budget, il faut les compter dans votre prix ex-seller, vraiment parce que vous ne voulez pas avoir à supporter ces prix-là et qu'en fin de compte, ça vous mange votre marge. Il faut que vous fassiez, un producteur produit un produit pour gagner quelque chose, il ne faut pas que ça entame sur sa marge. Donc, il y a effectivement le prix de départ que vous aimeriez avoir. À cela s'ajoutent tous les efforts marketing que vous allez faire. Il faut aussi augmenter un petit peu le prix parce que les importateurs, hein, c'est des businessmen, ils vont forcément vouloir négocier. Donc, il faut prendre en compte cela. Généralement, ce qui se passe avec un importateur, il demande soit une ristourne qui peut être comprise entre 5 et 10% sur la commande totale, soit en fin de compte, au lieu que ce soit monétaire, la ristourne soit faite en samples, en échantillons. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre, une certaine quantité des vins qui va être donnée gratuitement pour permettre à l'importateur de lancer sa force de vente, qu'elles aillent faire goûter votre vin aux acheteurs et pour qu'eux achètent votre vin après. Donc, ça sous-entend que vous augmentiez vos prix pour que vous puissiez compter un minimum de produits échantillons. Voilà. Tous les producteurs et leurs champagnes sont différents et il me semble qu'il faut une approche différente pour mettre en valeur correctement chaque marque, chaque champagne. Comment faites-vous pour gérer cette différence? Tout à fait, c'est quelque chose que une fois que nous avons établi les goals de les buts de chaque, pardon, mon anglais s'est glissé au milieu. Une fois que vous avez établi les buts de chaque producteur, je dirais, qu'on a établi la ligne de conduite, on va passer au produit lui-même, les descriptions des produits, savoir qu'est-ce qui est approprié au marché américain, s'il faut en quelque sorte customiser le produit par rapport à l'étiquette, par exemple, ou par rapport à l'image qu'on veut développer. Parce qu'un produit ne se vend pas de la même façon et n'est pas apprécié de la même façon aux USA et en France. Donc, il faut adapter le produit en quelque sorte au marché américain. Et à partir de ça, une fois qu'on a défini ces lignes, on peut aussi travailler sur le prix qu'on veut en demander, à savoir effectivement travailler, pas partir sur un prix trop bas parce qu'on on vendra certes le produit, mais on ne se fera pas de marge. Donc, ce que vous proposez est adapté aux besoins de chaque client. Si vous voulez, c'est un service sur mesure qui correspond aux besoins, au budget, aux attentes de chaque client. C'est un accompagnement approfondi. C'est aussi pour ça que en général, je ne prends pas une centaine de marques parce que je veux pouvoir dédier suffisamment de temps à chacune des marques que je représente. Je veux pouvoir faire les actions qui sont nécessaires pour les représenter et m'assurer qu'ils vont être vendus et qu'ils vont bien démarrer leur vente aux USA. Je veux aussi connaître mes produits comme il faut. Et pour ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement de ma part. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de prendre beaucoup de marques parce que ça voudrait dire que chaque temps que j'allouerais à chaque marque ne serait pas professionnel. Donc, on veut, quand on veut établir une marque, moi j'ai une certaine réputation aux USA et je veux conserver cette réputation qui est bien établie. Donc, pour moi, il est important, quand je représente une marque, que je la représente comme il faut. Que ça colle, que ce que je représente, que le travail que j'effectue colle avec la philosophie du producteur et que les produits que je représente soient représentés vraiment parfaitement. Ce qui sous-entend effectivement un investissement et un travail de partenariat complet avec le producteur.
Vous avez parlé de ce que vous appelez des missions, donc que vous entreprenez de la part de vos clients. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ça consiste en quoi exactement, une mission? Alors, bon, une mission, ça n'est pas que 2 ou 3 jours, je reviens un petit peu là-dessus. C'est 2 ou 3 jours de déplacement, mais ça sous-entend un travail avant ça. Donc, effectivement, comme j'en parlais, on fait d'abord un premier travail de ce que j'appelle de dégrossissement, c'est-à-dire on travaille effectivement sur l'étiquette, la contre-étiquette, l'image qu'on projette du produit, la philosophie, on se met d'accord sur quelle est l'histoire du produit, quelle est l'histoire du domaine, qu'est-ce qu'on veut projeter aux USA et comment on veut connaître la marque. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait avant les visites. Ensuite, il y a un travail de recherche de mon côté, donc qui est la deuxième étape. C'est-à-dire que moi, je vais de mon côté rechercher parmi mes contacts, mais aussi parmi d'autres importateurs qui ne sont pas dans mes contacts, qui est-ce qui va correspondre le mieux aux attentes du producteur pour distribuer son vin. Donc, je vais rechercher leur portfolio, mais je vais rechercher chaque importateur eux-mêmes, s'ils ont les reins solides, s'ils sont bien établis, s'ils ont une bonne réputation, dans quels états ils distribuent, s'ils ont juste un état comme l'état de New York ou l'état de New Jersey et la ville de New York où ils distribuent, mais est-ce qu'ils ont aussi des partenariats de distribution avec d'autres maisons qui, elles, ne sont que de distribution, ce qui permettrait à la marque éventuellement de s'étendre à moyen terme. Et à partir de ça, je sélectionne donc les importateurs et puis je les contacte en leur montrant un portfolio qu'on aura, sur lequel on se sera mis d'accord avec des images donc de la ligne de produits que nous proposons pour chaque producteur. Et après, dans ce portfolio, ce qu'on fait, c'est qu'on présente individuellement chacun des produits avec une image et les infotypes qui sont importantes pour l'importateur, de savoir si ça va l'intéresser. Donc, j'envoie ce portfolio, je contacte les importateurs, je leur envoie ce portfolio, et donc je les recontacte après, parce que souvent, ils ne répondent pas, donc il faut les recontacter. Ce travail de follow-up. Donc, je les recontacte et je vois avec eux, on fait le point, savoir s'ils sont intéressés ou pas. Et s'ils sont intéressés, je fixe des rendez-vous qui, en général, sont compris sur 2 ou 3 jours. La troisième étape est donc la présentation, la visite de 2 ou 3 jours où je me rends sur... en général, je cible l'État de New York parce que c'est là où il y a tous les gros importateurs et ils vont distribuer sur tous les gros consommateurs, tous les gros États consommateurs de vin et de champagne qui sont sur le nord-est sur la côte nord-est des États-Unis. Donc voilà, donc je cible sur l'État de New York, donc je me déplace depuis le Maryland, je prends le TGV, je vais à New York, je passe 3 jours à rencontrer des importateurs et où je fais les dégustations, je fais la présentation, je prends des notes en même temps. Et donc, à l'issue de ces visites, donc soit il y a négociation directe, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des importateurs qui sont enchantés par le produit, qui veulent tout de suite signer. Donc, je peux négocier en direct, mais on ne prend pas de cette décision. La décision finale est toujours au producteur. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais une négociation préliminaire pour dire à l'importateur, voilà ce qui est possible de faire de notre côté. Donc, pour résumer, par rapport à un salon professionnel, il me semble que la mission telle que vous venez de la décrire peut être tout aussi efficace, peut-être plus, pour un coût pareil ou même moindre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout en sachant que non seulement c'est généralement pas plus cher que si vous participez dans un salon, mais en plus de ça, ça a la garantie d'être concentré sur votre produit. Donc, au final, à prix égal, en fin de compte, vous êtes gagnant parce que vraiment, la personne qui vous représente fait en sorte que votre produit est la star de la dégustation. Ça n'est pas un produit parmi tant d'autres, un producteur parmi tant d'autres, c'est vraiment vous qui êtes sur qui la lumière est concentrée. Et donc, ça permet de vous mettre en avant davantage. Et donc, considérant le fait que aussi le producteur n'a pas besoin de se déplacer, donc ça fait des frais en moins pour le producteur, tout en garantissant que son produit est mieux présenté.
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la prochaine étape et quel est le moment, quels sont les moments les plus opportuns pour faire ce genre de prospection? D'accord. Donc, pour recentrer un petit peu la discussion, la période de vente la plus importante aux USA est de septembre à décembre. Après décembre, c'est la période basse. Donc, de janvier à juin, c'est la période où vraiment les acheteurs, les importateurs vont commencer à faire leur marché. Donc, c'est cette période-là où vous voulez rencontrer les importateurs parce que c'est cette période-là où votre produit a le plus de chances d'être choisi par un importateur pour intégrer le marché américain. À savoir qu'à partir de juin jusqu'à la première semaine de septembre, très peu d'importateurs vont intégrer de nouveaux produits. Juillet-août, c'est la période des vacances. Tout ce qu'ils font, c'est assurer leur vente, mais il y a peu de les acheteurs des importateurs, enfin les importateurs eux-mêmes ne rentrent pas de nouveaux produits. La période de juin, c'est un peu la période basse aussi parce que c'est là où ils commencent à faire leur portfolio pour les fêtes. Donc la période de juin, c'est la période à partir de début juin, c'est la période où vraiment les importateurs font le point sur toutes les marques qu'ils ont intégrées, les nouvelles marques qu'ils ont intégrées à leur portfolio, et c'est là qu'ils vont commencer à construire leur portfolio pour qu'ils soient vendus en pleine force à partir de septembre, pour la haute saison. Donc, vous voulez vraiment rentrer sur le marché américain, je dirais janvier, mi-janvier, parce que les 2 premières semaines de janvier, c'est un petit peu tendu, hein, c'est après les fêtes, donc les gens se reposent un petit peu. Donc, à partir de mi-janvier jusqu'à probablement mai, au plus tard, et peut-être la première semaine de juin. Sans vouloir bousculer les gens, et sachant que tout le monde est sans doute très très occupé en ce moment avec les ventes de fin d'année, il ne faut pas non plus laisser traîner les choses trop longtemps si on veut vraiment faire du progrès en 2016. Oh oui, parce que ça prend beaucoup de temps, ce genre de recherche en amont. On a, par exemple, si un producteur veut faire des démarches et des visites à New York aux alentours de fin janvier, il faut qu'on le sache d'ici 15 jours. Parce que c'est le délai, en plus avec les fêtes, les importateurs, c'est très difficile de les contacter et qu'ils nous répondent. Ils ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Donc, pour des démarches, par exemple, qui auront lieu même en février, hein, moi je dis janvier, c'est trop tard là pour janvier, hein, à vrai dire. Il faut commencer les démarches pour intégrer le marché en janvier. Il fallait commencer les démarches fin octobre, début novembre. Là, à l'heure actuelle, quelqu'un qui nous contacte maintenant, c'est plus février que janvier. Donc, il faut une réponse très rapidement, il faut un retour et des discussions assez rapidement pour quelqu'un qui serait intéressé de faire les démarches en février. Voilà. Et j'imagine qu'une deuxième bonne raison pour ne pas tarder serait que vous ne pouvez accepter un nombre illimité de missions, de clients. Exactement. Et donc, parce que encore une fois, je veux être vraiment un partenaire à part entière et représenter comme il faut mes producteurs, je n'accepte qu'un certain nombre de vignerons et de domaines. Donc, par conséquent, quand je fais des visites comme ça, c'est 2 à 3 jours. Ça veut dire que je ne prends qu'un producteur sur ces 2 à 3 jours et il me faut le temps de revenir, de retaper le reste de la semaine impartie pour ce producteur. Je vais taper mes rapports, mes recommandations et je vais les lui envoyer. Et donc, s'il y a des discussions, on les fait à ce moment-là. Donc, quand je bloque 3 jours de voyage ou 2 jours de voyage, le reste de la semaine est aussi bloqué pour cet importateur, pour ce producteur, ce qui sous-entend que entre janvier et juin, la première semaine de juin, on n'a que tant de semaines. Hein, donc, c'est une semaine impartie pour chaque importateur, plus les recherches, ça sous-entend un certain nombre d'importateurs et pas au-delà. Pas importateur, pardon, producteur, et pas au-delà. Ça a du bon sens, mais s'il y avait un groupe de vignerons, une petite association par exemple, est-ce que vous pourriez accepter de travailler de leur part, sous condition que les différents champagnes ne soient concurrentiels entre eux? Est-ce que ça serait possible?
Ne se combattent pas les uns les autres, oui. Donc, effectivement, s'il y a une association de vignerons qui veut travailler avec moi, j'accepte de le faire, sous couvert, effectivement, que les produits ne se font pas compétition. Parce que je ne veux pas aller, en toute honnêteté, je ne veux pas aller voir un importateur et lui présenter deux produits qui se font compétition. Ça ne serait pas honnête pour les producteurs, parce que je ne serais pas à même de vraiment présenter les points positifs de l'un, parce qu'il faudrait que je refuse les points positifs de l'autre. Ils auraient des points similaires que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas les différencier. Et donc, je ne pourrais pas les représenter au mieux. Donc, effectivement, s'il y a un groupement, ce que je demande, c'est que les produits ne soient pas en compétition. C'est bien noté, Virginie. Merci. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Et effectivement, je suis tout à fait ouverte à d'autres discussions plus détaillées lorsqu'un producteur sera intéressé et nous contactera. Je reste totalement à votre disposition pour ces discussions. Et puis, effectivement, je souhaiterais encore une fois souligner le fait que si vous souhaitez intégrer le marché américain 2016, il faut nous contacter rapidement parce que le temps passe très rapidement, surtout au niveau des fêtes. Et après, plus vous tardez et plus ça va repousser les missions possibles, ce qui sous-entend que votre marque sera moins présente en 2016 et pour démarrer les fêtes, c'est plus difficile. Le plus tôt vous avez une action et vous nous contactez pour ces discussions, le plus tôt on peut prendre contact avec des importateurs et le plus tôt on peut s'assurer que vos produits rentrent sur le marché USA et ont un temps suffisant pour s'introduire sur le marché USA avant le début des fêtes et la haute saison. Oui, merci beaucoup Virginie, le message est bien clair et bien reçu. Je vous remercie de vos conseils super intéressants. Je suis sûr que nos spectateurs les ont trouvés intéressants aussi. Et bonne journée à vous, à très bientôt et au revoir. À très bientôt et au revoir. Résumons donc les points clés que nous avons discutés. Donc, au lieu de passer par des salons professionnels, il est des fois plus efficace pour trouver un importateur d'avoir quelqu'un sur place, sur le terrain. En règle générale, trouver un importateur n'est pas quelque chose qui se fait après qu'une seule visite. Il est beaucoup plus efficace d'avoir quelqu'un qui représente vos vins d'une manière dédiée et soutenue. Et voilà quelques-uns des services qu'on peut vous proposer. D'abord, un échange avec le vigneron pour que le représentant comprenne bien votre philosophie. Il est super important qu'il peut parler de vos vins avec passion et avec conviction. C'est pourquoi le temps passé à préparer la mission est absolument crucial. Alors, certains vignerons ont déjà en place tous les éléments qu'il faut pour commencer la prospection, structure de prix, habillage, support marketing. Mais pour ceux qui sont moins avancés dans le développement de ces outils, le diagnostic en détail peut se faire afin que votre marque soit la mieux adaptée que possible aux attentes du marché. Ce troisième point est super important parce qu'il faut savoir que les rendez-vous avec les importateurs ne sont pas pris qu'après avoir confirmé au préalable leur intérêt réel dans vos champagnes. La durée de la mission peut varier en fonction de vos besoins et de votre budget, mais quelle que soit la durée, l'objectif reste le même, c'est de mettre toutes les chances de réussite à votre côté. De la même manière, aucune autre marque ne sera présentée ni dégustée pendant le rendez-vous avec l'importateur, sauf bien évidemment dans le cas où c'est un groupement de vignerons qui a commandé la mission. Grâce à ces comptes rendus, après chaque réunion, vous n'aurez plus à dépendre sur les platitudes échangées par politesse avec les visiteurs lors des salons. Les comptes rendus vous permettent d'avoir des aperçus précieux de ce que pensent réellement les acheteurs de vos champagnes.
Alors, on a déjà vu comment il est difficile, mais important de développer le relationnel avec les acheteurs et les gens sur place. Le fait d'offrir un soutien quasi immédiat et dans la langue anglaise aussi est un élément pas du tout négligeable. Alors, pour les vignerons qui le souhaitent, ou pour ceux qui ont déjà un importateur, un soutien local des distributeurs et revendeurs peut être très efficace pour assurer la croissance constante de vos ventes et pour assurer bien évidemment que votre marque n'est jamais oubliée dans la masse d'une gamme beaucoup plus large. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation et je vous remercie de votre attention. Et j'espère que certains d'entre vous vont saisir cette opportunité pour développer vos ventes aux États-Unis. Si vous souhaiterez y donner suite, rien n'est plus simple. Il suffit de nous laisser vos coordonnées en remplissant la boîte que vous allez trouver en dessous de cette vidéo et cliquez sur le bouton « Envoyer ». On va vous contacter sans délai pour fixer un rendez-vous téléphonique sans bien évidemment aucun engagement de votre part en ce moment. Donc, en dernier, je tiens à insister encore une fois qu'il ne faut pas tarder le temps de préparer la prospection pour les États-Unis pour 2016 et maintenant. Il n'y a qu'une fenêtre d'opportunité assez limitée, donc n'hésitez pas. Remplissez la case en dessous, cliquez sur Envoyer et j'espère pouvoir vous aider en 2016 à développer vos ventes là-bas aux États-Unis. Merci, à très bientôt. Au revoir.